Janvier 2026, l'ISS. Un astronaute chevronné s'installe pour un repas de routine, puis le silence. Son cerveau cesse de fonctionner comme il le devrait. Pendant 20 minutes, il a perdu toute capacité de parler. Sur Terre, cela déclencherait l'arrivée d'une ambulance en quelques minutes. En orbite, une telle option n'existe pas. Ce qui suit est sans précédent. La première évacuation médicale d'urgence de l'ISS, interrompant une mission coûtant des millions, voire des milliards. Au début, les symptômes ressemblaient à un AVC, mais les tests l'ont exclu. La cause est moins évidente et plus inquiétante. Passer de longues périodes en microgravité peut altérer le fonctionnement réel du cerveau. Et si c'est vrai, alors l'idée d'envoyer des humains sur Mars commence à paraître bien moins certaine. L'astronaute est identifié plus tard comme Mike Fink, l'un des membres les plus expérimentés de la NASA, avec plus de 500 jours dans l'espace. Ne vous inquiétez pas, il est sain et sauf maintenant. Il a été secouru, mais pas de manière dramatique ou cinématographique. Voyez-vous, il y a toujours une capsule Crew Dragon amarrée à l'ISS en guise de canot de sauvetage. Quand son état a nécessité de vrais examens médicaux sur Terre, la NASA a simplement mis fin à la mission plus tôt. Lui et son équipage sont montés dans cette capsule, se sont désamarrés et sont rentrés. Le vaisseau est toujours prêt à partir. C'était donc un retour normal, juste un mois plus tôt que prévu. Le problème ici, c'est que cet accident met en lumière la vérité brutale. Plus les humains restent longtemps dans l'espace, moins leur corps devient prévisible. Si les fonctions cérébrales peuvent soudainement flancher en orbite, la fiabilité des missions devient fragile, ce qui soulève immédiatement des questions sur Mars. Les projets de missions habitées sont ambitieux, mais un seul événement inexpliqué comme celui-ci peut tout remettre en question. Une expédition vers Mars de 2 à 3 ans pousserait le corps humain bien au-delà de tout ce qu'il a connu. Les risques de base sont déjà bien documentés. Les vols spatiaux de longue durée entraînent une perte musculaire et osseuse, des troubles immunitaires, une inflammation systémique, un déclin cognitif et même des changements structurels du cerveau. Et ce n'est qu'une partie du tableau. Certains de ces effets s'inversent après le retour sur Terre, mais d'autres peuvent persister ou s'aggraver. De plus, l'exposition aux radiations hors du champ magnétique terrestre ajoute un autre danger, augmentant les risques de lésions organiques, de vieillissement accéléré et de maladies potentiellement mortelles. Ces facteurs de stress ne font pas que s'accumuler, ils interagissent et s'amplifient mutuellement. L'incident Fink introduit quelque chose de nouveau. Pas un déclin progressif, mais une défaillance neurologique soudaine et inattendue. Maintenant, à l'heure actuelle, la conclusion est limitée mais claire. Un corps humain pourrait survivre à une mission vers Mars, mais il fonctionnerait à la limite de ce qu'il peut supporter, et cette limite est instable. Les risques peuvent s'accumuler plus vite que le corps ne peut s'adapter. À tout le moins, cela oblige à repenser les systèmes de soutien nécessaires. Et au fait, après l'incident, Fink a souligné à quel point les outils médicaux embarqués sont essentiels, en particulier l'échographie, affirmant qu'il devrait être la norme pour chaque mission. La NASA a des projets incroyables pour la Lune. À commencer par son prochain programme lunaire ambitieux, Artemis II par exemple. L'objectif est de faire atterrir des astronautes, dont la première femme et le premier homme de couleur, sur la Lune d'ici 2024. Artemis vise à établir une présence durable sur la Lune. Il prévoit d'établir une passerelle lunaire, une sorte de station spatiale en orbite autour de la Lune, qui servira de point d'ancrage pour les prochains alunissages. Et n'oublions pas les atterrisseurs lunaires. Les scientifiques développent actuellement la puissante fusée du système de lancement spatial, qui propulsera le vaisseau Orion, transportant à son bord des astronautes vers la Lune. Et puis, il y a le système d'alunissage humain, ou HLS, un atterrisseur lunaire de pointe qui se posera délicatement sur la surface de la Lune, permettant aux astronautes de l'explorer et d'y mener des expériences scientifiques étonnantes. Cette fois-ci, la NASA ne fait pas cavalier seule. Elle s'associe à des partenaires internationaux, comme l'Agence spatiale européenne, pour faire de ce rêve lunaire une réalité.
Mais tous ces rêves merveilleux pourraient être gâchés par quelque chose qui semble tout petit et insignifiant à première vue. Imagine plutôt pas d'atmosphère, pas d'air à respirer, et soudain une brume mystérieuse et des rayons lumineux apparaissent au lever et au coucher du soleil. C'est comme si la Lune nous donnait un spectacle céleste. Mais il y a un revers à cette médaille. Au cours de la mission Apollo 17 en 1912, ce spectacle magnifique n'a cessé de faire éternuer l'un des astronautes de la NASA, Harrison Schmitt, et de lui faire pleurer les yeux. Il a appelé cela le rhume des foins lunaires. Cette fièvre mystérieuse a frappé les 12 astronautes qui ont marché sur la Lune. Des crises d'éternuement au nez bouché, ces astronautes ont ressenti des symptômes semblables à ceux d'un rhume terrestre. Il aura fallu plusieurs jours pour que les réactions s'estompent. Cet événement a conduit à une découverte sur la poussière lunaire et sa face cachée. Lorsque les scientifiques ont découvert l'existence de pareils rayons, ils ont retroussé leurs manches et se sont penchés sur leur origine. Et voici ce qu'ils ont découvert. Ces bandes lumineuses rayonnantes étaient en fait causées par la lumière du soleil qui se faufilait à travers des couches de poussière lunaire minuscules. Cette poussière, composée d'infimes particules et d'éclats de verre tranchants, était omniprésente. Et il s'est avéré que cette poussière lunaire était des plus sournoises. Elle a entraîné toute une série de problèmes. Les astronautes qui se sont retrouvés avec une vision trouble n'étaient encore qu'un début. Ce fauteur de troubles est allé encore plus loin, en endommageant de précieux équipements et en provoquant des dysfonctionnements électroniques. Il est même allé jusqu'à corroder des composants, dégageant une odeur de poudre à canon à l'intérieur du module spatial. La poussière s'accroche à tout, recouvrant les surfaces telle une couverture malicieuse. Elle peut obstruer les équipements, pénétrer dans des machines délicates et même abîmer les combinaisons spatiales des astronautes. En 1972, les choses se sont à nouveau gâtées. Les astronautes d'Apollo 17 ont vécu un véritable cauchemar. Après seulement 22 heures de balade sur la surface lunaire, leurs combinaisons spatiales ont subi des dommages irréparables. Oui, tu as bien entendu. Irréparables. La poussière a réduit la mobilité des astronautes, ce qui les a empêchés de se déplacer et d'effectuer leur petit bond sur la Lune avec grâce. Et quels que soient les efforts déployés pour la nettoyer, elle demeurait accrochée, laissant les combinaisons spatiales dans un piteux état. Comme tu peux le constater, cela pose de sérieux problèmes pour les futures missions lunaires. Mais nos intrépides scientifiques ne baissent pas les bras. Pour résoudre ce problème, ils doivent comprendre comment se forme la poussière lunaire et pourquoi elle est si collante. Ils ont découvert que tout commençait par les impacts des météorites. Lorsque ces roches spatiales s'écrasent sur la Lune, elles génèrent une fine poussière qui emplit l'air. Parfois, ces impacts provoquent même la fonte de certains minéraux, formant des éclats de verre tranchants qui se mêlent à la poussière. C'est une véritable métamorphose lunaire. La poussière est également saturée de silicate, un matériau que l'on trouve couramment sur les planètes volcaniques. L'inhalation de silicate peut provoquer de graves problèmes pulmonaires chez les mineurs terriens. Alors tu peux aisément imaginer les problèmes qu'elle peut causer sur la Lune. Une étude récente a révélé qu'une seule poignée de répliques de poussière lunaire était suffisamment nocive pour détruire jusqu'à 90% des poumons et des cellules cérébrales qui y étaient exposées. Mais il y a pire. La faible gravité sur la Lune permet à ces minuscules particules de flotter beaucoup plus longtemps et de pénétrer plus profondément dans les poumons. Imagine que tu respires pendant des mois des particules 50 fois plus fines qu'un cheveu humain. C'est la porte ouverte à tous les maux. Et vois-tu, sur la surface de la Lune, les choses sont un peu différentes d'ici. Il n'y a pas de tempête, de pluie ou de fortes rafales de vent pour souffler cette poussière. Il n'y a pas non plus d'atmosphère pour protéger la surface. Ainsi, en l'absence des forces naturelles d'érosion par le vent et l'eau que l'on observe sur Terre, ces particules sèches restent en place de manière persistante. Et, pour rendre les choses encore plus compliquées, la Lune est constamment soumise aux radiations du Soleil. Cette exposition confère à la poussière une charge électrique. Les vents solaires créent des particules chargées positivement et négativement. Ces particules bourdonnent, se repoussent les unes les autres et donnent naissance à ces bandes lumineuses rayonnantes dont les astronautes d'Apollo 8 ont été témoins. C'est comme une soirée disco sur la Lune. L'Agence spatiale européenne a réuni une équipe d'experts pour étudier la poussière lunaire. Ils travaillent avec de la poussière lunaire simulée, extraite d'une région volcanique en Allemagne, afin de comprendre son comportement et ses effets. Les ingénieurs doivent également trouver un moyen de protéger les futurs astronautes et leur équipement.
Ceux de la NASA veulent créer des combinaisons spatiales capables de survivre non pas à 1 ni à 10, mais à une centaine de sorties extravéhiculaires sur la surface lunaire. Cela reviendrait à passer 800 heures à explorer notre satellite. En outre, la NASA a lancé le Breakthrough, Innovative and Game-Changing Idea Challenge en 2021. Il était ouvert aux étudiants universitaires les plus brillants du monde entier. 16 jeunes esprits se sont mis à plancher et ont généré une vague de solutions innovantes. Ils ont par exemple proposé d'utiliser des fibres spéciales conductrices d'électricité, inspirées des poils duveteux des chinchillas. Tout comme les chinchillas parviennent à rester à l'abri de la poussière, ces fibres permettraient de tenir la poussière lunaire à distance. Un compagnon à fourrure qui donne un coup de main aux astronautes, n'est-ce pas adorable? Une autre idée brillante concerne une brosse chargée électriquement et activée par les rayons UV. Un peu comme une baguette magique qui éliminerait la poussière d'un simple revers. Abracadabra, la poussière lunaire disparaît. N'oublions pas non plus les tissus inspirés d'insectes adaptés. Ces insectes possèdent une structure qui recueille en maïs le pollen et repousse les poussières indésirables. Nos ingénieux étudiants se sont donc dit, pourquoi ne pas imiter cela? Ils ont conçu un tissu aux propriétés similaires, créant ainsi un bouclier contre les particules lunaires sournoises. Ce qui est remarquable dans ces idées, c'est qu'elles utilisent tout le pouvoir de la charge électrique pour lutter contre la poussière. Elles la repoussent astucieusement des combinaisons spatiales, les gardant propres et indemnes. Même si toutes ces trouvailles semblent excellentes, les scientifiques de la NASA ont mis au point une autre solution, encore meilleure, les nanotubes de carbone. C'est une excellente façon de révolutionner le tissu des combinaisons spatiales. Qu'est-ce qui rend ces nanotubes de carbone si spéciaux? Ils possèdent des super-pouvoirs étonnants. Tout d'abord, ils sont supraconducteurs, ce qui signifie qu'ils peuvent conduire l'électricité comme pas deux. C'est comme si un éclair se retrouvait emprisonné dans un tube microscopique. De plus, ces nanotubes de carbone sont plus résistants que les météorites les plus coriaces. Ils ont la capacité de résister à l'hostilité de l'environnement lunaire, où même un grain de poussière peut causer des problèmes. Imagine une combinaison fabriquée dans un matériau plus résistant que la cape de Superman. Les scientifiques de la NASA ont donc décidé d'intégrer ces extraordinaires nanotubes de carbone dans le tissu de la combinaison spatiale. Des électrodes ont été soigneusement intégrées dans la couche extérieure du tissu, ce qui en fait un atout non négligeable. Mais comment se débarrasser de la poussière lunaire? C'est là que la science électrisante revient à la charge. Lorsqu'elles sont activées par un courant alternatif spécial, ces électrodes créent de puissants champs électriques. Ceux-ci fonctionnent comme des aimants, repoussant les particules de poussière chargées et non chargées loin de la combinaison spatiale. Imagine une sorte de soirée dansante, où les particules de poussière seraient les invités indésirables et où les champs électriques sont les videurs, qui les escortent rapidement vers la sortie. Grâce à cette technologie, la poussière lunaire n'aurait aucune chance contre nos astronautes. Le bon côté des choses, c'est que le sol lunaire peut être utilisé pour fabriquer des briques pour les abris. Il peut également permettre d'en extraire l'oxygène nécessaire aux astronautes pour survivre sur la Lune pendant de longues périodes. Lorsque la vie te procure des citrons, fais de la limonade, pas vrai? Encourageons donc l'équipe de rêve de la NASA qui se lance dans cette quête lunaire épique. Espérons qu'ils parviendront à leur fin et que la prochaine mission lunaire ne posera pas de problème majeur. Restez donc à l'écoute. En 2008, la NASA s'est posé une question intrigante. Comment les araignées construisent-elles leur toile en apesanteur? Elle a donc envoyé 2 araignées dans la Station spatiale internationale. La première était la participante principale, et la seconde remplacerait la première au cas où elle aurait un problème. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. L'araignée de secours a réussi à s'échapper et a rendu visite à sa compagne, ce qui a entraîné un certain désordre. Elles ont construit des toiles enchevêtrées qui interféraient l'une avec l'autre. Comme si cela ne suffisait pas, les mouches censées leur servir de nourriture ont commencé à se reproduire plus vite que prévu. Leurs larves se sont échappées de leur récipient et ont recouvert la fenêtre avant du compartiment. Très vite, les araignées se sont retrouvées complètement cachées derrière les larves. Bien que cette première expérience ne se soit pas bien déroulée, l'une des chercheuses impliquées dans son organisation était toujours curieuse. En 2011, elle a eu l'occasion de répéter l'expérience. Cette fois, elle a demandé l'aide d'autres chercheurs. Ils ont décidé d'envoyer une espèce d'araignée différente dans l'espace et ont préparé 4 spécimens, 2 pour l'ISS et 2 pour la Terre, afin de pouvoir comparer les résultats. L'objectif était d'exposer les araignées à des conditions de gravité variables et d'observer leur comportement. Toutefois, il y a eu un autre rebondissement dans l'histoire. Au départ,
Ils pensèrent avoir 4 araignées femelles, mais il s'est avéré que 2 d'entre elles étaient des mâles. Déterminer le sexe des jeunes araignées peut être délicat, mais heureusement, un mâle avait déjà été envoyé dans l'espace tandis que l'autre était resté sur Terre, ce qui a permis de recueillir de précieuses données. La deuxième expérience s'est avérée fructueuse. Les araignées étaient actives, elles construisaient et démontaient des toiles, et même sans l'aide de la gravité, elles en tissaient de nouvelles. 3 caméras ont pu prendre des milliers de photos, témoignant de leur intense travail sur les toiles. Fait intéressant, les araignées semblent créer des toiles beaucoup plus symétriques dans l'espace que sur Terre. Le centre des toiles est plus proche du milieu, et, étonnamment, les araignées ne positionnent pas toujours leur tête vers le bas comme elles le font généralement sur Terre. Cependant, un facteur important a fait toute la différence. La lumière. Lorsque les araignées de l'ISS disposaient d'une source de lumière, elles tissaient des toiles asymétriques, semblables à celles que l'on trouve ici. La lumière jouait un rôle crucial dans l'orientation des araignées. Les lampes du compartiment étaient fixées en haut. Si les lampes avaient été positionnées différemment, par exemple sur le côté, il aurait été difficile d'observer l'effet de la lumière sur la symétrie des toiles. Lorsque les lampes étaient éteintes, les araignées se reposaient dans des orientations aléatoires sur leur toile. Pourtant, une fois les lumières allumées, elles s'orientaient à l'opposé de la source lumineuse, c'est-à-dire vers le bas. Ainsi, en l'absence de gravité, la lumière les aidait à s'orienter. Cette découverte était inattendue car les araignées peuvent généralement construire leur toile dans l'obscurité et capturer efficacement leur proie, même sans lumière. Les toiles d'araignées sont des choses vraiment cool. C'est comme si ces créatures avaient de petites usines de production de soie dans leur corps. Elles stockent leur fil sous la forme d'un liquide très concentré. Et une araignée de jardin ordinaire peut produire jusqu'à 7 types de soie différents, chacun avec une combinaison unique de protéines. Chaque type de soie a une fonction différente. Par exemple, un certain type donne une toile élastique qui peut absorber l'impact des insectes qui viennent s'y prendre. Un autre type de soie donne un fil flexible et solide, difficile à casser. Certaines protéines présentes dans la soie la protègent contre les bactéries et les champignons nuisibles, ce qui permet à la toile de durer plus longtemps. Elle conserve également son humidité afin qu'elle ne se dessèche pas. Imagine une maison où tu n'as rien besoin d'acheter. Elle s'entretient toute seule. La soie d'araignée est plus légère que le coton et incroyablement fine, jusqu'à 1000 fois plus fine qu'un cheveu humain. Mais elle est aussi incroyablement solide. Elle doit l'être, car les araignées doivent y vivre au quotidien. Elles y combattent les insectes et affrontent les éléments comme la pluie et le vent. Mais tu ne t'attendrais pas à ce qu'elle soit plus résistante que l'acier, n'est-ce pas? Bien sûr, dans la réalité, on ne trouve pas d'acier aussi fin, mais si tu pouvais en trouver un morceau du même poids que la soie d'araignée, tu verrais qu'il existe des similarités entre ces deux matériaux. En fait, la soie d'araignée est 5 fois plus résistante que l'acier de même épaisseur. La soie est également très extensible. Elle peut s'étirer jusqu'à 4 fois sa longueur initiale. De plus, elle reste solide même par des températures inférieures à moins 40 degrés. Les araignées les plus courantes sont les Araneidea. Elles sont passées maîtres dans l'art de construire ces toiles que tu peux voir dehors. C'est là qu'elles ont le plus de chances d'attraper leur déjeuner. Mais cela signifie également que leurs toiles sont plus susceptibles d'être endommagées. C'est pourquoi elles ont une habitude fascinante. Elles reconstruisent leurs toiles entièrement tous les jours, même si elles semblent en bon état. Comme j'aimerais être aussi dévoué à l'entretien de ma chambre. Ces araignées font cela pour se tenir prêtes, le soir, à attendre patiemment que leur proie potentielle se fasse prendre dans leur piège soigneusement préparé. À première vue, cela peut sembler une perte de temps. Après tout, elles doivent investir une quantité importante de protéines pour produire la soie qui forme leur toile. Mais même si cette araignée n'attrape pas son repas pendant la nuit, elle dispose généralement de suffisamment de protéines pour démonter sa vieille toile et en construire une nouvelle pour la nuit suivante. Lorsque l'araignée démantèle l'ancienne toile, elle consomme en même temps sa soie et, ce faisant, recycle les protéines qu'elle contient. Si tu as déjà observé une araignée sur sa toile, tu as dû remarquer à quel point elle réagit attentivement aux moindres vibrations. Il s'avère que la soie est capable de s'adapter à différentes fréquences sonores, contrairement à d'autres matériaux. Lorsqu'une araignée construit sa toile, elle ne se contente pas de filer la soie et de la laisser telle qu'elle. En fait,
L'araignée ajuste la soie en la serrant ou en la relâchant et en modifiant la façon dont les différents fils sont reliés. De cette façon, elle crée une toile qui peut vibrer ou produire différents types de sons. L'araignée est comme un musicien qui accorde sa guitare. On surnomme cette tisseuse de dentelle à pattes de plume l'araignée de jardinerie parce qu'elle aime vivre dans l'humidité des serres. Et elle a un moyen vraiment génial d'attraper les insectes. Au lieu de tisser des toiles collantes comme les autres araignées, elle utilise l'électricité. Elle produit une soie incroyablement fine, presque à l'échelle nanométrique. Et sur ses pattes arrière, cette araignée possède des poils spéciaux qui agissent comme de minuscules peignes. Lorsque la soie sort de son corps, l'araignée utilise ses poils pour peigner et manipuler la soie. Et c'est là que la magie opère. Ce processus génère une charge électrique. Les fils de soie sont maintenant crépitants d'électricité et viennent former de petites boules qui ressemblent à des pelotes de laine duveteuses. Ces pelotes chargées d'électricité sont un excellent moyen de piéger les insectes qui passent par là. Lorsque des proies entrent en contact avec la soie, la charge électrique fait s'accrocher les fils à leur corps, ce qui les empêche de s'enfuir. Les Chairostris darwini femelles fabriquent des toiles gigantesques qui peuvent s'étendre au-dessus des rivières et des lacs et mesurer plus de 24 mètres de diamètre. Il s'avère que ces toiles gigantesques ne sont qu'une partie de leur plan génial pour attraper leur proie. Une toile super solide qui passe au-dessus de l'eau comme un pont peut capturer de gros insectes volants, par exemple des libellules. Mais c'est un chantier impressionnant qui nécessite plusieurs jours de travail. Ces fils spéciaux traversent la rivière et fixent solidement la toile à chaque berge. Aucun moyen d'y échapper.